Ce que je ferais, c'est que je ciblerais une niche métier. Je suis hyper étonné aujourd'hui de ne voir pas ou de voir très peu d'experts comptables spécialisés. L'expert comptable des pompes funèbres, l'expert comptable des fleuristes, l'expert comptable des SaaS B2B. Selon moi, c'est la manière la plus simple de pénétrer un marché et de devenir rapidement une référence sur ce sujet précis, sur cette activité et donc d'aller capter des clients. Tiens, j'ai quand même géré 3 restaurants. J'ai géré pas mal de boîtes dans le logiciel. Des professions libérales, j'ai quand même eu des notaires. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont eu des notaires. Premier point, je sélectionne ma niche métier. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des Geeks des Chiffres. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'accueille un invité qui s'appelle Maxime Blasco. Maxime est une personne qui a fait le DCG, le DSCG. Il est parti vers autre chose. Il a fait de la compta, du contrôle de gestion. Et puis, il a développé une agence marketing qui aide les gens à avoir de la visibilité sur Internet. Et la visibilité pour faire quoi ? Eh bien, pour avoir des clients, pour pouvoir recruter. Tout dépend de l'objectif. Aujourd'hui, masterclass, on essaye de faire rapide, Maxime, pour avoir un épisode où on apprend et on perd pas de temps. Merci d'être là sur le podcast Les Geeks des Chiffres. Écoute, merci à toi pour ton invitation. Mon second passage, je suis trop content, honoré. Le sujet me plaît bien. Donc Maxime, je te propose, toi, rapide, de te présenter en 2-3 minutes, tu vois, pour que les gens puissent savoir à qui ils ont affaire. Mais surtout, ce que j'aimerais, c'est qu'on essaie de se placer dans la peau d'un futur expert comptable, d'un expert comptable jeune, ou alors qui n'a pas forcément de visibilité sur le web, qui a que dans sa carrière acquis des clients parce qu'il avait du bouche à oreille, il avait un bon réseau. Mais sauf qu'aujourd'hui, ça devient un peu limité. Tu vois, le marché il est un peu en mouvance, ça se tend. Il y a la facture électronique et tous ces sujets-là qui font qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer demain. Peut-être que c'est maintenant qu'il faut développer un peu sa marque personnelle et peut-être son média perso. Voilà, j'aimerais avoir une masterclass sur le fait de se dire, j'ai rien. Quelles sont les actions que je peux mettre en place pour avoir cette visibilité et avoir des clients ? Ok, très clair. Écoute, je vais commencer par me présenter. Donc Maxime Blasco, j'ai 31 ans, j'habite en Ariège dans le sud de la France et j'ai une agence marketing qui s'appelle Momentum et qui est spécialisée dans le marketing. J'aide mes clients, donc cabinet de conseil d'un côté et fintech, éditeur de logiciels SaaS de l'autre, à gagner en visibilité sur le web grâce au contenu, comme tu l'as très bien dit. J'ai également une entreprise qui s'appelle formationpowerbi.fr. Alors, tu as reçu mon associé Alexandre Stevens il y a quelques mois sur ton podcast. Donc, on a une plateforme d'e-learning pour aider les financiers à apprendre à gagner en compétences sur Power BI, qui est un outil de Microsoft génial pour faire du reporting. Juste pour donner un peu de contexte, pour que les gens puissent savoir avec qui ou quelle typologie de boîte tu as travaillé, est-ce que tu as des noms à nous donner ? Parmi les plus anciens, les Geeks des Chiffres avec qui je travaille depuis le début, Figure qui est un logiciel de gestion de trésorerie pour les TPE, j'ai travaillé un petit peu avec Penny Lane, j'ai travaillé beaucoup avec le podcast La Martingale pour développer leur podcast sur les finances personnelles. Pléo, qui est un concurrent de Spendesk sur les sujets de gestion des notes de frais et des dépenses en entreprise. Et voilà, plus d'une cinquantaine de clients dans la fintech, le SaaS B2B et pas mal de cabinets d'expertise comptable aussi. Alors, démarrons sur cette masterclass. Vas-y, je veux me lancer. En tout cas, je veux avoir une visibilité sur Internet. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce qu'il y a des prérequis ? Est-ce qu'il y a des trucs un peu bonus, tu vois ? Il y a plusieurs méthodes pour y parvenir. Moi, je vais me focaliser sur une qui est pour moi la plus efficace, c'est celle de la niche. Ce que je ferais, c'est que je ciblerais une niche métier. Je suis hyper étonné aujourd'hui de ne voir pas ou de voir très peu d'experts comptables spécialisés, disons l'expert comptable des pompes funèbres, l'expert comptable des fleuristes, l'expert comptable des SaaS B2B. Je n'en vois pas. Pourtant, selon moi, c'est la manière la plus simple de pénétrer un marché et de devenir rapidement une référence sur ce sujet précis, sur cette activité et donc d'aller capter des clients. Donc, ce que je ferais, premier point, je me dirais, OK, par rapport à mon expérience que j'ai acquise jusqu'à aujourd'hui, notamment dans le DEC, quelle est l'expertise que j'ai acquise ? Tiens, j'ai quand même géré 3 restaurants. J'ai géré pas mal de boîtes dans le logiciel. Des professions libérales, j'ai quand même eu des notaires. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont eu des notaires. Vraiment, je me focaliserai sur une niche et je partirai de là. Ça serait le premier point. Je sélectionne ma niche métier.
je rebondis sur ce que tu dis, c'est intéressant parce que j'ai reçu sur le podcast Eric Luc, qui est le directeur de la communication de chez Fiducial. Ok. Fiducial, c'est un groupe qui fait, je pense, en France, 1 milliard 300 000 euros de CA. Ils ont 15 000 collaborateurs. Et en fait, quand je discute avec lui, il me dit la stratégie vraiment de Fiducial, c'est ça. Mais ça, il avait ça en tête depuis le mec, depuis qu'il a créé la boîte, quoi. Et il disait, nous, on va pas faire, on va faire des spécialisations sur les bars tabac, les boulangers, et on sera les meilleurs. Et on n'aura pas beaucoup d'acteurs, enfin, on n'aura pas des cabinets d'expertise comptable, ou en tout cas des agences qui seront énormes. Il y aura que quelques collaborateurs à l'intérieur, mais qui feront entre guillemets la même chose pour une même typologie de personnes. Et en fait, ça montre aussi que ça a cette part de succès de réaliser, enfin, de créer son produit, son service de cette manière-là. Hyper intéressant. Et je pense que ça sera le dernier point de ma stratégie. C'est qu'une fois qu'on a pénétré une niche, on a la méthode, on va pouvoir se déporter sur une autre. Et c'est, je pense, comme ça qu'au fil des années, Fiducial, qui a, je pense, plusieurs dizaines d'années, Je crois qu'il a 50 ans le groupe. voilà, 50 ans, je pense qu'ils se sont dispersés comme ça, de niche en niche, et se sont développés comme ça, quoi. Donc, premier point, je choisirai ma niche. Second point, je me dirais, ok, c'est qui ma cible? Mais genre, c'est qui la personne, l'humain à qui je m'adresse? Bon, si mes clients, c'est plutôt des TPE, bon, mais ça va être le dirigeant d'entreprise. Si je m'adresse plutôt à des PME, ETI, là, ça sera peut-être plutôt le DAF. Je me dis, ok, cette personne, où est-ce qu'elle consomme du contenu? Où est-ce qu'elle consomme de l'information quand elle a un problème? Un problème de gestion, un problème d'entrepreneur, de RH, de fiscalité, etc. Est-ce que cette personne, elle est sur LinkedIn? Est-ce que cette personne elle fait des recherches sur Google? Est-ce qu'elle consomme du podcast? Est-ce qu'elle va sur YouTube? Alors le top, c'est de pouvoir faire des interviews. Moi, j'en fais souvent pour mes clients. Je prends 5, ce qu'on appelle buyer persona. C'est un peu l'avatar type de mes clients. Et je fais une interview. Je leur dis, voilà, quand vous avez un problème technique, où est-ce que vous recherchez l'information, quels sont les médias que vous préférez, quel est le ton employé dans ces médias que vous aimez, plutôt formel, plutôt expert, plutôt informel, etc. Donc voilà, j'analyserai un peu qui est mon avatar et quelles sont ses habitudes de consommation de contenu. Une fois que je sais que, ok, tous mes clients, tous mes prospects ou ma cible, ils sont tous sur LinkedIn parce que c'est des dirigeants d'entreprise, ils y vont tous les jours, ben, je vais me dire, ok, je vais attaquer LinkedIn. Ce que je veux dire par là, c'est il faut qu'on trouve absolument l'endroit où se trouvent nos clients. Et là, ensuite, on va développer une stratégie de contenu. Souvent, on peut se dire il faut tester plusieurs choses. Peut-être que je pourrais aller sur Instagram, peut-être que je pourrais faire un blog, un podcast, je peux aller sur LinkedIn, peut-être que je peux me lancer sur TikTok. En gros, comment je peux savoir que mon avatar précis, il est sur ce réseau social? Tu vois? Soit j'ai déjà un portefeuille client, et dans ce cas-là, je le sais direct. Dans mon portefeuille client, je vais faire les 20-80, je vais me dire, ok, c'est qui les 20% de mes clients qui génèrent 80% de mon chiffre d'affaires? Et je vais les analyser. Je vais me dire, ok, Jean, il est tous les jours sur LinkedIn. Voilà, Michael, il a des newsletters. Telle personne, elle est sur YouTube. Si je n'ai pas de clients parce que je me lance, bon, ben là, il va falloir un peu aller analyser la concurrence, quoi. Un concurrent qu'on aime bien, on va se dire, ok, c'est qui ses clients et surtout où est-ce qu'il s'est développé. Peut-être analyser un peu la concurrence pour s'en inspirer, quoi. Mais le meilleur moyen, c'est pour moi de faire l'interview de son client type directement. J'interromps 2 secondes cet épisode pour vous demander une big favor. Si ce format vous est utile et vous apporte de la valeur, mettez un gros 5 étoiles sur les différentes plateformes et un commentaire. Ça coûte pas grand chose pour vous, mais pour moi ça représente énormément parce que ça me donne de l'énergie, mais aussi ça booste la visibilité du format. Et plus le format est visible et plus ça nous permet d'aller chercher des invités aussi inspirants les uns que les autres. Donc merci pour tout, donnez-nous de la force et moi je vous laisse place à la suite de l'épisode. Donc une fois qu'on a identifié la niche, Ouais. qu'on sait où est-ce qu'elle se trouve, qu'est-ce qu'on fait après? Alors le but, ça va être de créer du contenu pour montrer son expertise. Il va falloir que notre audience, elle nous connaisse, elle nous voie passer de nombreuses fois devant ses yeux ou dans ses oreilles en fonction du média qu'on va choisir, plein de fois sur les thématiques qui l'intéressent pour qu'on devienne une référence. Donc ce que l'on va faire, c'est que on va lister les problématiques et les centres d'intérêt de nos clients type. Par exemple, si on veut attaquer la cible, c'est des termes un peu d'ailleurs guerriers en marketing qu'on emploie, attaquer la cible TPE artisan.
ok, les artisans, c'est quoi leurs problématiques? Est-ce qu'ils ont des problématiques peut-être de rémunération? Peut-être qu'ils veulent se diversifier et faire de l'immobilier. Il faut en fait lister toutes les problématiques qui intéressent nos clients. Ok, bon, souvent, c'est est-ce que je prends une SARL ou une SAS? Quand je recrute, mon premier recrutement, ça se passe comment? Est-ce que je dois prendre un expert comptable en ligne ou un expert comptable du coin de la rue? Toutes les questions qui peuvent se poser, on va toutes les lister. Moi, je suis un fan de Google Sheet. Avec mes clients, j'ai plein de tableurs comme ça où je liste toutes les questions, toutes les problématiques que peuvent se poser mes clients. Et en face de ça, on va créer du contenu. Alors toi, tu emploies le mot pour montrer son expertise. Mmh. Si j'avais été footballeur de foot, c'est marrant ça. Si j'avais été footballeur, par exemple, est-ce que j'aurais intérêt à aller sur LinkedIn pour montrer mon expertise? Parce que là, on est quand même sur une thématique du chiffre. Et donc, voilà, il faut pas rigoler, quoi. Faut que quand la personne, elle prend la parole et qu'elle dit quelque chose, par exemple sur la SAS vs la SARL, il faut que ce soit carré. Est-ce que la personne elle peut faire quand même un peu autre chose que montrer que son expertise sur un réseau social ou un média? Là, on va parler peut-être de personal branding. Il n'y a pas que la technique qui intéresse les gens. On l'a vu avec l'explosion du personal branding de plein de marques différentes. Il faut également montrer notre personnalité. On est des humains avant tout. Moi, si je vais travailler avec mon expert comptable, c'est parce que, ok, je sais qu'ils sont bons, il n'y a pas de souci avec ça, mais je sais aussi que je m'entends bien avec eux. On a des valeurs communes, des centres d'intérêt communs. Ça, c'est hyper intéressant. Donc ça, c'est la partie personal branding. Tu as d'ailleurs fait un super épisode, je crois, avec Maud Alaves à ce sujet-là. Pour moi, c'est l'experte. C'est la ressource que je recommande le plus, c'est de s'abonner à sa newsletter. Mais effectivement, il faut parler, donc montrer son expertise, mais également montrer qui on est, nos valeurs, ce qui nous intéresse, etc. Parce qu'on est des humains avant tout. C'est hyper important de montrer cet aspect-là. Ouais, c'est clair. Il ne faut pas qu'on soit le code général des impôts avec des choses hyper cadrées. Il faut qu'on puisse aussi mettre un peu d'émotion, ou en tout cas montrer un peu la personne que l'on est dans cette expertise. Ouais, il y a un équilibre à trouver, toujours pareil, en fonction de qui est notre cible. Peut-être que le DAF, une société industrielle, peut-être qu'il va quand même vouloir un expert comptable, un peu comme tu dis, qui connaît le code des impôts sur la pointe des doigts et comme cela. Sinon, si je suis l'expert comptable des SaaS B2B, peut-être que je vais parler d'une manière différente, une manière un peu plus fun, et je vais parler peut-être de centres d'intérêt, etc. Ça dépend également de notre cible, selon moi. Je suis assez d'accord. En tout cas, il faut raconter la bonne histoire à la bonne personne. Je faisais un épisode avec Maxime Baumard, qui est le CMO de chez Penny Lane. Justement, tu les as cités tout à l'heure comme c'était client à l'époque. Justement, il disait ce point-là, qu'il fallait trouver la bonne histoire à raconter à la bonne personne pour que la fusion et la connexion puissent se faire. Ouais, c'est ça. En fait, le marketing, c'est quoi? C'est donner le bon service ou le bon produit à la bonne personne, au bon moment, au bon endroit, au bon prix. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver le meilleur message à employer à la bonne personne. Il faut toujours se concentrer sur c'est qui mon client. J'aime bien dire des fois à mes clients ou même à des personnes qui font le même métier que moi, quand je crée un contenu, j'aime bien avoir la photo de mon client en face de moi, quoi. Comme ça, je suis concentré sur lui. Je ne raconte pas ma vie à moi. Je n'essaie pas de montrer que je suis le meilleur. Je m'adresse à cette personne-là avec les mots qu'elle aimerait entendre. Donc une fois qu'on a fait ça, on a identifié la niche, l'avatar, précisément, le canal entre guillemets de distribution, le contenu qu'on va délivrer, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qui se passe après? Ensuite, on va créer un calendrier de contenu. On va se dire, ok, de manière réaliste, ça c'est hyper important parce qu'au début, on est tout feu, tout flamme, on va se dire, c'est bon, je me lance, je crée un blog, je vais écrire un article par jour, je vais faire un webinaire toutes les 2 semaines et envoyer une newsletter par semaine, et après on se rend compte qu'il y a tout qui s'effondre, quoi. Donc c'est hyper important de créer un calendrier de manière réaliste et de se dire, ok, tous les mardis et tous les jeudis, si on prend l'exemple d'une personne qui veut se lancer sur LinkedIn, un expert comptable qui veut communiquer sur LinkedIn, on va se dire, ok, tous les mardis et tous les jeudis à 9h, je poste sur LinkedIn et je fais ça tout le temps. Et ça, c'est un calendrier de contenu. Première chose à faire, donc dans notre liste des sujets, on va en face de chaque sujet mettre une date. Très simple, on a un calendrier de contenu, c'est fait. Ensuite, on va créer le contenu en face de chaque problématique. Si c'est un post LinkedIn, je vais faire mon post LinkedIn SAS vs SARL, comment choisir. Et voilà, je vais faire mes posts LinkedIn les uns à la suite des autres. Ce qui est intéressant,
quand on crée du contenu, c'est de faire du batch. C'est-à-dire, plutôt que de créer le post LinkedIn ou l'article de blog ou la vidéo Instagram au lance-pierre, c'est-à-dire coup par coup, il vaut souvent mieux même, réserver par exemple une demi-journée dans le mois pour faire un batch de production de ces contenus. Pendant cette demi-journée-là ou pendant ces 2 heures-là, je vais rédiger mes posts LinkedIn. Je ne fais que ça. Et comme ça, je vais avoir de l'avance sur mon calendrier de contenu. Parce que le truc qui arrive très très souvent, c'est la panne d'inspiration où on a toujours une excuse, on va louper une échéance et après on va louper l'autre et après c'est fini, quoi. Donc très important de créer des batchs pour créer son contenu. Ça, c'est la partie création. Et ensuite, il y a la partie publication. Évidemment, il faut s'assurer de publier tout le temps le contenu qu'on a créé. Donc, moi, je suis un obsédé de Google Agenda. J'ai toute ma vie dans Google Agenda et j'encourage mes clients à mettre des alertes dans leur agenda. Ils savent que le mardi à 9h, c'est LinkedIn. Hop, je vais poster mon post LinkedIn à 9h et je vais rester pendant 20 minutes pour répondre aux commentaires, mettre des likes, tout ça. Est-ce que quand on fait le contenu, ok, on a montré notre expertise, comment les gens ils font pour nous contacter, tu vois, comment ça marche? Souvent en marketing, on parle de call to action, tu vois. Est-ce que on fait quoi à ce moment-là, tu vois? J'aime bien dire un contenu égale une information et un appel à l'action. J'aime bien cette règle, elle est très très simple. Quand je vais faire, je continue sur LinkedIn, quand je vais faire un post LinkedIn, je vais parler que d'un sujet. Pas deux, quoi. Je ne vais pas parler et de trésorerie, et de fiscalité, et de RH dans le même post. Il faut que ça soit très clair. Je vais parler d'une seule information et je vais mettre un appel à l'action. Parce qu'une fois que la personne elle a consommé mon contenu, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle doit commenter? Est-ce qu'elle doit s'abonner? Est-ce qu'elle doit liker? Si on ne dit pas clairement ce qu'elle doit faire, elle va continuer à vaquer à ses occupations sur le réseau, quoi. On le voit très souvent sur YouTube, tu le sais très bien. Abonnez-vous, cochez la cloche, répondez en commentaire. D'ailleurs, je l'ai même pas dit là. Abonnez-vous, faites la cloche. Voilà. Si vous écoutez ça sur podcast, les 5 étoiles, s'il vous plaît, avec le commentaire. Dès que je vois que les étoiles elles montent, je suis content. Ça me donne la dopamine et après ça m'encourage à aller chercher d'autres invités en tout cas. Voilà, donc toujours un appel à l'action. Donc cet appel à l'action, ça va être quoi? Si on veut créer un peu d'engagement, le plus simple, souvent, allez, je reste sur LinkedIn, ça va être répondez en commentaire. Voilà, ça c'est créer un peu d'engagement. Mais le but ultime, pour moi, ça c'est de l'inbound marketing, c'est de récupérer l'adresse email de notre audience pour sortir un peu des plateformes, quoi. Parce que pour ne pas être indépendant de l'algorithme des plateformes, c'est hyper important de récupérer l'adresse email des personnes qui nous écoutent. Comment est-ce qu'on fait? Plusieurs moyens. Soit on fait un appel à l'action. Voilà, je m'appelle Maxime Blasco, je suis expert comptable spécialisé dans la restauration. Une fois par mois, j'envoie ma newsletter aux dirigeants de restaurants. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le lien. Donc le lien peut être présent sur mon profil LinkedIn par exemple. Voilà, toujours un appel à l'action pour récupérer l'adresse email de mes prospects. Parce que ensuite, ce que l'on va faire, c'est on va faire ce que l'on appelle du lead nurturing. Donc, quand une personne de votre audience va voir passer un de vos contenus, que ce soit sur YouTube, sur LinkedIn, sur Instagram, sur un blog, ça ne sera peut-être pas le bon moment pour elle de travailler avec vous. Peut-être qu'elle a déjà un expert comptable. Peut-être qu'elle ne s'est pas encore lancée. Elle est salariée, elle commence à réfléchir à lancer sa société de logiciels, quoi. Durant sa recherche d'informations, elle peut regarder ce que vous faites, mais elle peut aussi regarder ce que font les autres. Donc c'est hyper important de capter l'adresse email à ce moment-là pour ensuite la garder près de vous, notamment grâce à la newsletter, pour continuer à lui envoyer du contenu de manière à ce qu'elle se dise ok, le jour où je me lance ou le jour où c'est bon, je peux changer d'expert comptable, elle ne se pose pas 10 000 questions, elle vient de travailler avec vous. Donc ça c'est très très important. C'est fort ce que tu dis là. Je faisais un épisode avec Sixtine qui a co-fondé une boîte avec son frère et des associés qui est vraiment spécialisé dans le personal branding et ils ont créé vraiment un média vraiment puissant. Et justement, dans cet épisode, on disait qui va gagner un peu la bataille? Est-ce que ça va être l'expert ou ça va être le communicant? Tu vois, en fait, en gros, celui qu'on voit tout le temps, c'est celui qui est un peu dans la tête des gens. Et donc, quand on a ce problème ou on a un problème précis, si lui, on l'a vu ou elle, on l'a vu tout le temps, nécessairement, on pourra peut-être penser
peut-être en premier lieu à cette personne plutôt qu'à l'expert entre guillemets qui nous a apporté de la valeur, je sais pas, 2-3 fois dans l'année, quoi. Exactement. C'est le principe de devenir top of mind, c'est-à-dire la référence de sa thématique. Il n'y a pas besoin d'être le meilleur. Il faut être la référence. Moi, j'aime beaucoup prendre l'exemple de Eliad Samoun, qui est une référence aujourd'hui dans le M&A, la fusion-acquisition, parce que Eliad, ça fait peut-être 1 an ou 2 qu'il publie chaque jour sur LinkedIn du contenu sur le M&A, sur le rachat d'entreprise. Bon, on sait que le M&A, c'est donc la fusion-acquisition, c'est quand même une discipline très très pointue. Il y a sûrement des personnes qui sont meilleures que lui, sauf que ces personnes-là, elles ne se montrent pas. Peut-être qu'elles sont salariées, peut-être dans des grands groupes, etc. Eliad, c'est devenu très rapidement la référence. Et si aujourd'hui, je suis dirigeant et que je me balade sur LinkedIn, si j'ai besoin de céder mon entreprise ou que j'ai des problématiques de M&A, il y a de grandes chances que je m'adresse à Eliad parce que pour moi, c'est la référence sur ce sujet-là, tellement il a communiqué dessus. Donc l'objectif, et c'est tout le sujet de choisir une niche et de devenir la référence là-dessus, c'est devenir la référence de ma niche, de mon sujet, pour qu'il n'y ait pas de questions à se poser. Lorsqu'il y a une personne qui est dans mon audience, dans ma cible, elle n'a pas de questions à se poser, elle s'adresse directement à moi parce que j'ai pensé le sujet, quoi. À partir de ce moment-là, on a trouvé toute notre niche, notre avatar, notre canal de distribution. On a fait le call to action qui va bien. Qu'est-ce qu'on fait pour finalement avoir des clients, peut-être, ou alors ça dépend de la thèse de notre travail, mais c'est l'objectif un peu de notre épisode au début, c'est de se dire, tu vas créer une espèce de marque personnelle, ou en tout cas un média personnel, une traction personnelle sur ce que tu proposes, ce que tu vas faire, parce que ça peut être intéressant aussi, selon moi, de pouvoir un peu préparer un peu le terrain. Tu vois, j'aime bien dire ça aux étudiants quand ils suivent la filière DCG ou DSCG, mais commence maintenant, tu vois, parce que ça prend du temps de faire du contenu. Et puis, tu n'as pas de résultat au début. Donc, comment tu fais aussi pour garder l'envie et l'engouement, tu vois, le panache de pouvoir résister et de t'accrocher? Parce qu'en fait, tu vas faire du contenu et ceux qui buzzent ou ceux qui sont visibles rapidement, c'est en fait assez rare. Alors, il y a plusieurs points dans ta question. Je vais les prendre un à un. Donc, à partir du moment où j'ai créé mon audience, je commence à avoir des prospects, comment je fais pour avoir des clients? Bon, les experts comptables, c'est un peu particulier, profession libérale réglementée. Ce que l'on peut faire, c'est utiliser des contenus plutôt d'aide à la décision. Donc, ce que l'on a fait jusqu'à maintenant, c'est plutôt du contenu informationnel. Nos avatars, donc notre audience cible, elle recherche de l'information, on lui donne des réponses. On obtient un email, ils s'inscrivent à notre newsletter. Là, ce que l'on peut faire avec notre newsletter, c'est plutôt utiliser régulièrement du contenu d'aide à la prise de décision. Typique, le cas client ou l'étude de cas. On va prendre un cas client et on va expliquer, on va dire ok, ce client-là, en début d'année, il est venu avec telle problématique, on a mis ça en place, voilà le résultat. Ça c'est un contenu qui permet souvent c'est le tipping point en fait, c'est le point de bascule, c'est ce contenu-là qui va faire que si la personne, elle est dans votre audience, elle a lu vos posts, maintenant elle a vu ce que vous avez fait concrètement, si c'est le bon moment pour elle de changer d'expert comptable ou de prendre un expert comptable, c'est ce contenu souvent qui va la faire basculer. Le cas client ou l'étude de cas, c'est on va étudier le cas d'une personne qui n'est pas forcément notre client. Ça, c'est du très bon contenu pour transformer un client en prospect. Ça veut dire que, si je reprends un exemple, c'est pour cette raison que souvent dans les sites web, on voit des cas clients ou des espèces de cas d'usage où tu as quelqu'un qui dit, ils viennent filmer la personne dans les locaux en disant, voilà, j'ai utilisé cette solution parce que j'avais ça comme problème, voilà ce que ça m'a permis de faire. Du coup, ça permet à l'audience de pouvoir dire, en fait, moi, c'est pareil, quoi. Exact, on parle de preuve sociale souvent en marketing, on montre que en fait on crée un lien entre notre audience et nos clients et notre audience va se dire ce dirigeant il est comme moi en fait, il avait ce problème de gestion de trésorerie de BFR et son expert comptable lui a mis en place peut-être un outil de prévisionnel de trésorerie et ça s'est arrangé pour lui, ça c'est un contenu clé.
Si on reste dans la newsletter et qu'on envoie des cas clients comme ça, des études de cas, on n'oublie pas ce que l'on a dit tout à l'heure, une information, un appel à l'action. Donc toujours à la fin de notre étude de cas ou de notre cas client, mettre un appel à l'action. Peut-être si vous êtes intéressé par ce sujet-là, n'hésitez pas à réserver un créneau dans notre agenda pour être appelé par un de nos experts ou pour que je vous rappelle, ou prenez un rendez-vous dans mon Calendly. On met un seul bouton, cliquez, vous arrivez sur mon Calendly ou sur ma landing page, mon formulaire. Et voilà, ça c'est très très important. Donc toujours une information et un appel à l'action, ça ne faut pas oublier. Donc on a le contenu que tu as dit informationnel, décisionnel. Voilà, décisionnel. Voilà, c'est ces deux types de contenus. Exact. Yes. Ok, ça marche. Top. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Est-ce que tu as 2-3 tips à nous ajouter pour clôturer un peu cette partie-là, Maxime ? Alors aujourd'hui, il y a plein de possibilités pour être visible. Hein. Moi, j'ai beaucoup parlé de LinkedIn. Toi, sur YouTube, tu as fait un travail énorme. On a Instagram, il y a les blogs avec le SEO. Tu as eu pas mal d'invités qui ont explosé grâce au SEO. Il y a la publicité, le SEA. Il y a le podcast. En fait, il y a beaucoup de possibilités. Moi, ce que je conseille, donc, on a bien compris, c'est OK, la niche, on attaque une seule activité et ensuite on se focalise sur un contenu, sur une plateforme précise. Une fois qu'on maîtrise un peu ça, ce que l'on peut faire, c'est aller se déplacer un petit peu sur d'autres réseaux sociaux. Donc souvent en recyclant le contenu que l'on a déjà fait, quoi. Ça, c'est ce que j'appelle la pyramide du contenu. Ce qui est assez intéressant, c'est si vraiment on met un budget, soit en temps, soit en argent conséquent pour créer un média, par exemple un podcast ou une chaîne YouTube, par exemple, ce que l'on va pouvoir faire, c'est découper ce gros contenu pilier qui est mon épisode de podcast ou alors ma vidéo YouTube en micro-contenu pour aller se déplacer sur d'autres plateformes, quoi. On le voit pas mal avec des podcasts d'interview. J'ai fait une étude de cas sur le podcast La Martingale sur mon site d'ailleurs. On prend un épisode de podcast, on va sélectionner les passages les plus intéressants, on va les découper en ce qu'on appelle un short ou un reel et on va aller sur Instagram balancer ce micro-contenu. Ça, c'est une première astuce, c'est ce que j'appelle la pyramide du contenu. Pour se déployer rapidement sur d'autres plateformes, on prend un contenu pilier, on le découpe en micro-contenu et comme ça, on peut être beaucoup plus visible. Ça marche aussi avec le blog. Si j'ai un blog, souvent les articles de blog, ils ont au moins 3 parties. Chaque partie, je vais en faire un post LinkedIn, par exemple. Ça, c'est très intéressant pour essayer d'utiliser le moins de ressources possible pour être le plus visible possible. D'ailleurs, j'ai un cas personnel à partager justement là-dessus. C'est que moi, je fais quand même pas mal de contenu sur LinkedIn. Et puis, parfois, il y a des contenus qui marchent très bien. Et donc, en fait, je me resserre de ce contenu pour faire un TikTok ou un réel Instagram ou alors même complètement une vidéo YouTube sur cette thématique-là. Et généralement, ça fonctionne. Et du coup, j'ai essayé aussi des contenus qui ne marchaient pas sur LinkedIn. Dans les autres plateformes, ça n'a pas marché non plus. Alors, c'est pas toujours vérifiable, c'est pas toujours véridique. Mais en tout cas, c'est ce retour personnel que je peux faire sur mon expérience perso, quoi. C'est hyper intéressant et du coup, ça sera mon second et dernier tips. C'est surtout stocker tous vos contenus dans un fichier. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir souvent republier en fonction de la plateforme. Par exemple, LinkedIn, un post LinkedIn que j'ai publié il y a 6 mois, rien ne m'empêche de le republier aujourd'hui. C'est recycler en fait, recycler du contenu que l'on a déjà fait. Le plus dur dans la création de contenu, c'est de démarrer en fait. Quand on démarre, on a une feuille blanche devant nous, on n'a pas d'audience, c'est le plus compliqué. Mais plus on produit et plus c'est simple. Ça fait vraiment un effet boule de neige. C'est simple, pourquoi ? Parce que plus on a d'audience, plus cette audience va nous donner de la visibilité et plus on va avoir créé de contenu, plus on va pouvoir recycler. Donc vraiment, c'est hyper important pour moi, tout le contenu que vous créez, gardez-le soit dans un Notion, dans un Google Sheets pour pouvoir le recycler. Le recycler sur la même plateforme ou le recycler sur une autre plateforme. Et c'est pas parce qu'un contenu n'a pas marché à un instant T qu'il ne marchera pas plus tard. On est dépendant des algorithmes, on est dépendant de la conjoncture, de plein de choses en fait. Donc ça, c'est le second conseil, ça sera le seul que je donnerai, je pense, pour être le plus efficace possible, c'est surtout stocker vos contenus dans un endroit pour pouvoir ensuite les recycler. Merci Maxime pour cet épisode. C'était une pure masterclass, c'était rapide, concret. Si les gens veulent te retrouver, où est-ce qu'ils vont ? Allez sur LinkedIn, Maxime Blasco, c'est là que je suis le plus actif. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Si vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à faire péter la barre des likes, commentaires si vous avez des questions. Sur ce, je vous souhaite naturellement le meilleur et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao !
Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Si vous êtes arrivé ici, n'hésitez pas à mettre un gros 5 étoiles pour soutenir le taf. Et si vous souhaitez aller encore plus loin avec les geeks des chiffres, deux manières de le faire. La plateforme en ligne lesgeeksdeschiffres.com où vous pouvez préparer le DCG et le DSCG à distance, ou si vous êtes étudiant en DCG ou aspirant à le devenir, vous avez un guide qui a été écrit aux éditions Duno qui vous montre la marche la plus rapide pour valider votre diplôme et avoir un mindset, un état d'esprit d'apprentissage extrêmement vertueux. Et si vous êtes en cabinet, n'hésitez pas à l'offrir à vos collaborateurs juniors pour les aider à valider leur diplôme et les encourager dans cette démarche. Sur ce, merci à vous et à la semaine prochaine.